BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. Yann-Anthony Nogues. Bonjour à tous et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens en coopération avec Euranet Plus, le match fédéraliste européen contre souverainiste, le statu quo. Bon, c'est plus possible, le statu quo, mais faut-il faire un pas en avant ou un pas en arrière? À ma gauche, Richard Laube, fondateur et président de Stand Up for the United States of Europe, debout pour les États-Unis d'Europe, diplômé de la Solvay Business School ici à Bruxelles et puis MBA de Carnegie Mellon à Pittsburgh. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef d'entreprise, conseiller en commerce international. Pour vous, c'est plutôt un pas en avant, hein? Tout à fait, on est au milieu du gué et notre point de vue, c'est qu'il faut effectivement persévérer vers l'autre rive. D'accord. À ma droite, François Asselineau, fondateur et président de l'Union populaire républicaine. Bonjour. Bonjour. Alors HEC, inspecteur des finances, ancien conseiller ministériel. Pour vous, c'est un pas en arrière, hein, et même plutôt courage fuyant? Non, c'est un grand pas en avant que de sortir de l'Union européenne. D'accord, bon, très bien, c'est clair. Pour décrypter vos propositions, ils ne sont ni eurosceptiques ni totalement eurobéats. Bonjour Florence Autray. Bonjour. Florence Autray, la Tribune et la GFI. Bonjour Fred Coderlier. Bonjour tout le monde. Frédéric Coderlier, le Belge de l'étape, spin docteur du Parti libéral belge. Et bonjour Jean Quatremer. Bonjour. Jean Quatremer, Libération, le blog coulisses de Bruxelles est spécialiste dans le mensonge, le sexe et la politique. Le choc des arguments. La drogue aussi. On a besoin quand on vous écoute. Le choc des arguments de Stand Up for the United States of Europe et de l'Union populaire républicaine. Et puis les analyses de nos GC, nos gentils chroniqueurs. C'est dans 500 millions d'Européens. Alors, votre constat commun, Richard Laube et François Asselineau, c'est que l'Europe est en déclin. Il faut faire quelque chose. Ça, vous êtes d'accord? Oui. Oui, d'accord. C'est un petit oui quand même, François Asselineau. Non, la situation est tellement catastrophique dans tous les domaines qu'il faut effectivement se prendre en main et regarder les choses en face. Bon, maintenant, vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur la direction qu'il faut prendre. Vos arguments, je dois le dire, hein, sont plutôt bien affûtés. Hein, on peut le lire sur vos différents sites internet. François Asselineau, alors vous dites que l'Europe, on construit, mais on ne sait pas où on va. À quoi ressemblera l'édifice final? Personne ne le sait. C'est l'un de vos arguments. Et puis, Richard Laube a, semble-t-il, une réponse à cela, hein, sur le site de Stand Up for Europe. Il y a ce texte qui a attiré mon attention. Un passant s'arrête devant un chantier et demande à un ouvrier qui taille des pierres: mais que fais-tu? Je gagne ma vie, lui répond cet homme. Il pose la question à un deuxième ouvrier qui lui répond moi je taille des pierres. Et enfin, le troisième à qui il fait la même demande affirme, resplendissant: je construis une cathédrale. Voilà, ces trois façons différentes d'analyser cette construction européenne. François Asselineau, ça vous convainc? Je trouve que la comparaison n'est pas raison. Vous savez, comme dit le proverbe français, ce que je pense, c'est que les partisans de la construction européenne font toujours le même fonctionnement de leur propagande, c'est-à-dire un constat dramatique de la situation, un alarmisme méthodique, qui d'ailleurs ne regimbe pas devant le fait d'avoir recours à des peurs ancestrales, le péril jaune, le péril chinois, le péril ci, le péril ça. Il faut donc vite s'allier. On fait miroiter des urgences, on fait miroiter la montée du nationalisme, et puis on en arrive toujours à la même situation, c'est-à-dire le remède. Eh bien, il faudrait plus d'Europe, une autre Europe, et on en profite au passage pour discréditer tout contradicteur, comme si c'était forcément quelqu'un de ringard, d'extrême droite. Vous avez d'ailleurs mis tout à l'heure vous-même que nous proposions, quant à nous, de faire un pas en arrière. Ce n'est pas du tout la situation telle que nous la voyons. Ce que nous estimons, c'est qu'il faudrait déjà, avant toute chose, faire un constat, puisque le constat est catastrophique. Comment en est-on arrivé là? Voilà, parce que c'est pas un poussin de la veille, la construction européenne. Ça fait 64 ans depuis la déclaration dite Schuman, 64 ans de promesses non tenues. Donc il y a un moment à partir duquel il faut... La France, c'est 2000 ans avec un certain nombre de guerres, de promesses tenues, évidemment. Ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la France, l'Allemagne, ce sont des grands États qui nous ont apporté du miel et du bonheur. Alors que l'Europe, ça nous a apporté le malheur, la guerre, l'extermination, c'est l'horreur. C'est-à-dire que là,
vous êtes quand même dans une caricature absolument impressionnante. C'est vous qui êtes dans la caricature. C'est vous. Non. Et puis 64 de promesses non tenues. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Écoutez, si vous pensez que la situation est comment dirais-je, allez dire par exemple aux 58% de jeunes Grecs de moins de 28 ans que la situation est merveilleuse. Allez dire aux 28% de Grecs qui sont obligés de fouiller dans les poubelles parce qu'ils sont au chômage que la situation est impeccable. Allez dire aux Portugais. Quand est-ce que vous avez été en Grèce? J'y suis allé il y a exactement 3 semaines. Oui, c'est ça, en vacances peut-être. Non, j'y suis allé pour l'école. Non, et vous avez vu les gens fouiller dans les poubelles? Oui. C'est vrai. Oui. Vous allez m'emmener en Grèce parce que je suis en train de tourner un reportage en Grèce depuis plusieurs mois et je n'ai pas vu de gens fouiller dans les poubelles. Moi j'en ai vu. Messieurs, j'en ai trouvé et j'y suis allé. Avant de sonder le fond des poubelles, messieurs, donc ça c'était entre Jean Quatremer et François Asselineau. François Asselineau qui dit clairement que le problème des européistes, c'est ce constat dramatique de la situation. Je n'accepte pas européiste. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui a été inventé par Le Pen. C'est pour faire européiste, fasciste. C'est un mot américain. Non, mais d'accord, mais c'est pas, en l'occurrence, en français, européiste, c'est pour que ça rime avec fasciste. Non. Donc je suis européen. Je suis européen, je ne suis pas. Je suis européiste, ça veut bien dire. Vous êtes françiste alors? Non, parce que vous savez pourquoi? Alors ce qui est très intéressant. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on ne dit pas on dit un Européen convaincu, mais on dit pas un Français convaincu. Parce que français, c'est un fait. Alors que quand on parle des Européens, on dit Européens convaincus ou eurosceptiques, on dit dans le registre du dogme et de la foi. Le scepticisme, le fait d'être français est devenu un fait. Le problème, c'est si on va reprendre un petit peu le contrôle de la situation. Je remarque que ceux qui disent debout pour les États-Unis d'Europe, ils restent assis, ils parlent pas beaucoup. Alors, bon, Richard, Quatremer est en train de faire mon travail, donc il n'y a pas de souci. Oui. Bon, je suis un peu à la Quentin Tarantino, si vous voulez, dans ces cas-là, parce que quand j'entends des choses, je veux dire, on peut ne pas être convaincu par l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, parce que c'est une Europe qui est contrôlée largement par les États, et justement, c'est l'Europe dont rêve Monsieur Asselineau, c'est-à-dire une Europe où les États ont toujours le dernier mot. Et ça fonctionne pas bien, et ça, j'en suis d'accord. Et on peut être critique, mais je veux dire, accuser l'Europe quasiment du réchauffement climatique, accuser l'Europe, je veux dire, des malheurs ça c'est du pas monde, vrai parce que la Commission européenne légifère sur les urinoirs et sur la quantité d'eau à chaque fois qu'on va aux toilettes. Donc non, l'Europe n'est pas responsable du réchauffement climatique. Exactement. Richard Laube. En tout cas, bon, de notre point de vue, effectivement, je ne dirais peut-être pas que la situation est catastrophique. L'Europe, quand même, on est 7% de la population, on est quand même encore, je crois, 20 ou 25% du PIB mondial, et je crois, d'après ce qu'on me dit, 50% des dépenses sociales. Donc ça reste quand même un environnement très protecteur qui permet à nombreux citoyens ici en Europe de vivre une vie meilleure que dans la plupart des régions du monde. Donc catastrophique, je ne dirais pas, mais clairement la situation pourrait être bien meilleure. Et on pense qu'elle pourrait être bien meilleure si on avait le courage de mutualiser nos moyens. Nous, on vient, pour beaucoup d'entre nous, du monde de l'entreprise. Il y a des règles simples. Mutualisez vos moyens, vous faites appel aux meilleurs, vous collaborez. D'habitude, de manière générale, c'est une recette gagnante. Il en sort du bon. Et des exemples existent en Europe. Le programme Airbus a été fait en étroite collaboration entre plusieurs pays, Ariane également. La mutualisation de nos moyens. Donc vous êtes en train de dire l'Europe, c'est la solution pour continuer à peser dans le monde. Si on n'a pas l'Europe, on est 28 nains. Enfin, si on ne renforce pas l'Europe, qu'on ne mutualise pas nos moyens, je pense effectivement... Mutualiser les moyens, ça veut dire une armée commune, ça veut dire... Une diplomatie commune, ça veut dire un gouvernement commun, ça veut dire... je crois que le budget européen, c'est quoi? C'est 1%? 1%. Aux États-Unis, c'est 24%. 24%, c'est des chiffres toujours nommés. Bon, ben voilà, toute la guerre est là, si je puis dire. Comment peut-on mettre en moyen nos forces avec 1% du budget qui est géré au niveau européen? Florence, qu'est-ce que vous dites quand vous écoutez ces deux messieurs? Mais je pense qu'on reste dans un débat un peu théologique, et c'est le problème. Quand vous dites l'Europe, c'est la solution, non, c'est le moyen. C'est le moyen, mais il y a plusieurs manières de la faire, il y a plusieurs manières de s'en servir. Je crois qu'il y a toujours une erreur, en fait, de la part des européanistes, non pas des européistes, mais des défenseurs de la construction européenne. J'en aime pas juste le ist. C'est le ist qui n'aime pas. De la part des défenseurs de l'intégration européenne, c'est de dire c'est ça ou le chaos. Et je pense que les eurosceptiques ont un point en disant faut arrêter, c'est pas ça ou le chaos. Donc prenons-les au mot, quoi. Considérons l'alternative. C'est quoi l'alternative si on travaille pas ensemble? C'est la France dans son coin, l'Italie dans son coin, l'Allemagne dans son coin. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et on va finir
finir comme les Flamands à faire des murs autour de notre petit village pour cultiver nos rhododendrons et nos géraniums. Enfin, je veux dire, c'est quoi le sens de la vie? C'est quoi le sens de l'histoire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Et je regrette, c'est juste beaucoup plus intéressant de travailler à avec plusieurs pays européens. Et donc, il faut envisager les choses d'une manière très réaliste, très pragmatique. Arrêtez de dire que si on ne fait pas l'Europe ou si on n'adore pas la Commission européenne, ça veut dire qu'on est prêt à accepter une nouvelle guerre entre pays européens. Faut pas délirer, mais considérons sérieusement l'alternative. Que va faire la France? Alors, ce qui est intéressant, c'est que François Asselineau a fait une conférence intitulée, parce qu'on dit toujours l'Europe c'est la paix. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Europe a eu le prix Nobel de la paix. Pour François Asselineau, l'Europe c'est la guerre. Oui, d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, puisque François Mitterrand, ce qui fait beaucoup sourire Jean Quatremer. Donc, oui, mais c'est parce que mais ça c'est habituel. On a des gens qui gloussent ou qui pouffent sans admettre la contradiction. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est François Mitterrand après 14 années passées à l'Élysée, qui a dit dans le livre Le dernier Mitterrand de Georges-Marc Benamou, quelques jours avant de mourir, la France est en guerre, les Français ne le savent pas. Donc les guerres du 3e millénaire, ce sont pas des guerres létales comme celles que l'on trouve dans les périphéries des empires. Ce sont des guerres entre grandes puissances qui sont des guerres tout à fait différentes. Avec les armes sont les médias, sont la finance, sont des virtualités financières. Et puis les cibles, c'est modifier les cerveaux, c'est transformer Nolens, Volens, les Grecs, les Français, etc. en américain. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Florence Autrey à l'instant, c'est qu'elle dit si on sort, qu'est-ce qui se passe? On va être tout seul. Monsieur Laoub a évoqué tout à l'heure Airbus ou Ariane. Savez-vous que Airbus, par exemple, n'a strictement rien à voir avec la construction européenne? C'est une coopération internationale, et dans l'Airbus A380, le premier pays fabricant, c'est les États-Unis d'Amérique avec 38%. Quand c'est motorisé, Pratt & Whitney, ils font par ailleurs les trains d'atterrissage et l'électronique embarquée. Ariane Espace, c'est pareil. Vous avez 15 des 28 États de l'Union européenne qui ne mettent pas un rivet dans Airbus. Donc, ce que nous disons, et c'est pour ça qu'il y a... l'intégriste de l'intégration, il faut tout faire à 28, en fait. Il faudrait une directive européenne pour inventer l'Airbus. Mais pas du tout. Airbus montre le monde réel. Le monde réel, c'est que les États doivent coopérer avec d'autres États du monde. Dans Airbus, vous avez des entreprises japonaises. C'est l'Europe telle qu'elle est, puisque vous citez Airbus et Ariane Espace. Mais justement, Airbus et Ariane Espace n'ont rien à voir avec la construction européenne. C'est ce que vous dites. C'est dans l'Europe aujourd'hui, ça. Ariane. Pas du tout. Si nous sortons de l'Union européenne, comme l'UPR le propose, comme le mouvement politique que j'ai créé le propose, si nous sortons de l'Union européenne, nous ne sortirons en aucun cas ni d'Airbus ni d'Ariane Espace. Nous développerons des coopérations internationales. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En tout cas, et on vendra en quelle monnaie? Parce qu'on sortira de l'euro, et on vendra nos avions avec quel... Eh bien, on le vendra en dollars. On reviendra. Il vaudrait beaucoup mieux que ça soit vendu en dollars. Il vaudrait beaucoup mieux que le franc puisse se déprécier. Est-ce que vous savez pourquoi qu'actuellement Airbus est en train de se... Est-ce que vous savez qu'Airbus est en train de se délocaliser en Chine, à Tianjin? Justement, écoutez ce que dit Monsieur Gallois. Mais j'ai pas le sentiment que vous ayez un discours très pro-américain, mais en clair, vous voulez quand même passer par le dollar. Non, on reviendra au franc et nous aurons notre monnaie nationale, parce que c'est une des grandes monnaies de réserve du monde. Comment? Le nouveau franc. Oui, un franc, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais vous savez comment? Il y a quelque chose qui me fascine. C'est que dans une comment dirais-je, une radio économique, la moindre des choses, c'est qu'on devrait regarder, on devrait faire ce que les économistes ou les hommes des entreprises appellent du benchmarking. Comment font Il n'y a pas de mot français pour ça. Comment font la comparaison internationale? Comment font les États qui marchent? J'aime beaucoup les sous-titres de Jean Quatremer quand François Asselineau parle. Comment font? Non, mais je vois qu'il y a une agression du côté de Monsieur Quatremer. C'est la guerre, l'Europe, vous l'avez dit. Moi, je voudrais dire comment font les autres États qui marchent. Ils font comment? J'espère qu'on va débattre de ça. Et puis je note, et je terminerai, que ce que je disais tout à l'heure est confirmé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune analyse sur les raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Fred Cauderlier. Ce qui me frappe dans ce que j'entends, c'est que j'ai le sentiment que vous avez une approche finalement assez nationaliste, et je le dis dans le sens premier du terme. Vous vous adressez à François Asselineau. Oui, tout à fait. Parce que de tout temps, dans le cours de l'histoire, il y a des moments où on s'associe et en même temps des mouvements où on se dissocie. Si on regarde l'histoire de la construction européenne, autant on cherche à avoir une intégration européenne de plus en plus aboutie avec les années qui passent, et dans le même temps, on se rend compte que dans beaucoup d'États membres, il y a des mouvements sous-régionalistes,
parfois nationalistes qui prennent vigueur. Et je pense que ces deux mouvements-là peuvent coexister parfaitement. Je viens d'un tout petit pays qui s'appelle la Belgique, qui a l'immense chance d'accueillir la capitale de l'Europe en son cœur. Très sincèrement, si la Belgique était restée seule, eh ben, ce serait un petit confetti sur le continent européen qui n'aurait aucun impact, qui n'aurait aucun pouvoir de décision, aucune crédibilité. La France seule, à l'échelle du monde, c'est 1% de la population. C'est un confetti.